Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Donc, je m'appelle Émilie Bonnefoy, je suis la cofondatrice, la présidente et CEO d'Open Sesame, qui est un éditeur de logiciels de cybersécurité spécialisé dans la gestion des accès et des identités avec une expertise, une double expertise en cyber, en gestion des accès et IA. Oui. Bonjour à tous, je suis Xavier Domecq, fondateur du cabinet de conseil Idélogisme, dont notre métier c'est d'accompagner nos clients sur l'ensemble du spectre de la sécurité. On fait énormément de missions de RSSI externalisées. C'est un petit peu la casquette que je vais prendre aujourd'hui pour vous présenter l'approche autour de l'IA et de la partie authentification. Donc on va passer une demi-heure ensemble. On va essayer de tenir une vingtaine de minutes pour avoir un petit temps de questions-réponses. Et on va d'abord essayer de planter le décor en vous parlant des enjeux autour de l'authentification et de l'intelligence, plutôt des intelligences artificielles. Donc en tant que RSSI externalisé pour un certain nombre de nos clients, on s'est rendu compte que l'année 2023 était la déferlante de l'IA. IA générative dans tous les sens, IA prospective, c'est vraiment le sujet qui est monté. Il n'y avait pas plus une réunion sans qu'on parle d'IA. Donc ça, c'est le constat 2023, tout le monde veut de l'IA. En 2024, on rentre dans les choses concrètes. Donc là, effectivement, l'IA générative s'impose plus ou moins dans les entreprises et on est là pour, en termes de RSSI, pour maîtriser les risques et les opportunités associées. Et après, effectivement, l'IA, les modèles, il faut comprendre et c'est ce qu'on va essayer de partager ensemble pour voir quels sont les impacts. Donc, quand on recentre un peu sur le sujet de l'authentification spécifiquement, donc évidemment, aujourd'hui, la recommandation de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, c'est de déployer de l'authentification multifacteur. Mais ce qu'on observe, c'est que l'adoption reste relativement lente, que globalement, il ne s'est pas passé grand-chose en termes d'innovation les 30 dernières années. Beaucoup de solutions génèrent de la friction et les déploiements sont souvent complexes pour les organisations, c'est-à-dire sont longues et pénibles. Et puis surtout, ces solutions d'authentification multifacteur, elles sont faillibles. Donc on verra quelques cas d'attaque pour lesquels l'IA a été un vecteur. Et donc c'est un peu l'idée de cette présentation, c'est de vous présenter quels peuvent être les risques, mais également quelles peuvent être les opportunités. Voilà, tout ça, donc là vous avez une liste un peu exhaustive des différents risques de compromission, mais on va les voir juste après, via l'interception par exemple d'OTP. Et donc il y a quand même pas mal de points de vigilance. Autre chiffre que vous connaissez sûrement, qui concerne le sujet de l'adoption lente, c'est un chiffre de Microsoft qui date de fin 2022. Aujourd'hui, seuls 28% des utilisateurs des solutions type Azure AD déploient l'authentification multifacteur. Donc on voit qu'effectivement, c'est un problème. Disons que ce n'est pas facile de déployer sur l'ensemble d'une entreprise du MFA. Il y a des questions de population, on a les populations en interne, on a les populations qui travaillent à distance, et puis on a des partenaires, des prestataires. Donc pour pouvoir avoir une solution de MFA sur l'ensemble de la chaîne, c'est quand même très complexe. Là-dessus, on se dit l'IA va nous apporter un certain nombre de réponses. Donc déjà, on a vu qu'il y avait des risques associés pour les notions de MFA, mais en plus, l'IA va entraîner une efficacité dans le type d'attaque. Donc tout ce qui est vol d'identifiant, tout ce qui est attaque par phishing, hameçonnage, etc., forcément ça se démultiplie parce que la qualité des attaques est bien supérieure à ce qu'elle était il y a quelques années. Alors quelques tendances, les attaques les plus croustillantes, si je puis dire. Vous avez peut-être entendu parler de ce cas de fraude au président, où là, l'utilisateur, grâce notamment à la démocratisation de l'IA générative, en fait, c'est un dirigeant de société qui s'est fait dérober plus de 500 000 € en Chine via la compromission d'un système d'authentification, compromission de l'empreinte vocale, en gros. Et donc, c'est des types d'attaques qu'on voit de plus en plus. Donc là, en l'occurrence, c'est WeChat qui a été utilisé. Et donc, la personne, c'est un type d'ingénierie, fraude de type ingénierie sociale. Et ce n'est pas qu'à la télé ou qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'on a rencontré ça chez nos clients avec une messagerie instantanée que tout le monde connaît, partage sur son téléphone et effectivement tentative d'usurpation de l'identité vocale avec tentative de fraude au président. Donc ça existe véritablement.
Hein, ça va très très vite. Alors en Occident, on va dire, en Europe et aux États-Unis, on essaye de mettre des garde-fous parce que l'idée n'est pas d'empêcher d'utiliser l'intelligence artificielle, ça sert à rien d'aller contre le progrès. Par contre, il faut l'encadrer. Donc il y a deux petites subtilités d'approche. Il y a l'approche européenne où l'individu est au centre, donc on veut protéger ses données, on veut protéger l'ensemble de ses activités, sa vie privée. Et il y a l'approche nord-américaine qui est protéger aussi les individus, mais s'assurer qu'on puisse continuer à faire du business. Donc ne pas freiner le développement. Donc il y a des petites subtilités. Après, pour tout ce qui est règlement en Chine ou autre, c'est un petit peu différent, vous l'aurez bien compris. Donc les vulnérabilités, vous l'aurez compris, elles peuvent être soit propres à l'IA, donc on a des cas déjà observés là d'empoisonnement des données ou des modèles, ou alors elles peuvent être générées par l'IA. Vous avez sûrement entendu parler de cette problématique, enfin ce cas avec Samsung, de salariés qui ont utilisé de l'IA générative et ce qui a provoqué derrière la fuite de données. Et là, on voit bien que, effectivement, que ça soit à travers les deepfakes ou les cas de deep voice, en fait, il y a un vrai sujet autour de quels éléments je vais partager en utilisant différents modèles d'IA et à quel point mes données sensibles, qui là peuvent avoir un intérêt stratégique pour l'entreprise, vont se retrouver dans la nature. L'IA générative, c'est une plaie pour l'instant pour les responsables de la sécurité parce que c'est quand même un vecteur de communication de fuite d'informations énorme. On écrit, plus on travaille avec le prompt, plus on renseigne l'information, plus cette information quitte l'enceinte de la sécurité de l'entreprise. Donc c'est quand même assez important. Après, on a plusieurs approches. En 2024, ça y est, c'est parti. Donc on sait qu'il y a un certain nombre de vulnérabilités. Les systèmes d'IA apprennent, donc il faut les nourrir. Donc on donne beaucoup d'informations. Ces informations aussi proviennent de votre entreprise, mais d'autres entreprises. Donc elles ne sont pas forcément votre configuration, vos aspects, vos problématiques. Et après, il y a les modèles d'algorithmes, de langage utilisés. Et là, effectivement, si on ne les maîtrise pas, on ne sait pas exactement quelle va être la nature de l'IA, où elle va nous emmener. Et on sait tous que les IA peuvent dériver assez vite. On a des exemples avec X et compagnie, où on perd la maîtrise de notre IA. Donc il est important de pouvoir expliquer les modèles qu'on utilise. Tout à l'heure, on avait le centre, l'individu, on doit protéger ses données. Donc si on lui applique des algorithmes, il faut qu'on sache exactement quel type d'algorithme on lui applique. Sinon, il y a une dérive très rapide. Ouais, et donc là, on va parler tout à l'heure d'authentification grâce à des éléments de biométrie comportementale. Et donc, il y a un vrai sujet sur cette question-là autour des données personnelles. Après, il y a forcément la sécurité de l'information. Donc ça, j'en ai déjà parlé. On va nourrir les IA. Donc là, il y a de la potentielle divulgation de données sensibles, business ou personnelles. Donc là, il faut faire attention à l'utilisation. Donc chaque entreprise devrait se doter d'une doctrine en termes d'utilisation d'IA. Une fois de plus, c'est pas ne pas utiliser les IA, c'est les utiliser correctement dans le respect de l'entreprise pour faire des affaires, mais aussi pour protéger son capital informationnel. C'est fondamental. Et puis après, bien sûr, il y a la mise en œuvre, le coût, la complexité, les déploiements, c'est pas forcément évident. Et une fois de plus, la casquette du RSSI, c'est de ne pas donner l'IA à tout le monde tout le temps. C'est vraiment la maîtriser. Ouais, et puis il y a un sujet aussi quand vous achetez des solutions, c'est le côté évidemment boîte noire. Un éditeur de logiciels qui vous propose de l'IA, bon, je suis bien placée pour vous en parler puisque voilà, c'est quelque chose qu'on fait et on vous expliquera tout à l'heure comment, mais il y a un vrai sujet autour de l'explicabilité derrière du résultat et de la fiabilité. Donc il y a quand même des opportunités parce que on veut maîtriser et protéger son système d'information, la surface d'attaque augmente, les techniques et les méthodes augmentent, mais forcément, on va aussi se servir de l'IA en termes d'anticipation. Donc le RSSI augmenté, ça peut exister. Donc effectivement, le système de défense va s'améliorer, la maîtrise des informations, la maîtrise des comportements, tous ces éléments vont nous aider à anticiper, à amélioration de la détection et rapidité de la correction. Enfin, ça, c'est le vœu pieux, mais parce que c'est souvent un peu long. Mais c'est quand même un enjeu pour nous. Donc, dans le métier du conseil ou dans le métier du RSSI, effectivement, il ne faut pas bouder l'IA.
Voilà. Très clairement, les solutions technologiques qui embarquent de l'IA nous apportent des éléments moteurs importants. Donc en pratique, on va vous faire une petite présentation d'OpenSesame, qui est la solution que nous avons développée chez OpenSesame, qui est une solution d'authentification forte sans mot de passe, innovante et souveraine, et qui effectivement permet de libérer les utilisateurs de leur mot de passe avec un déploiement rapide, notamment grâce à l'usage d'intelligence artificielle, et avec un module d'authentification continue qui permet notamment de lutter contre la fraude. Je ne vais pas vous faire voilà, dans le détail ce schéma un peu barbare. Je remercie ici mon architecte. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour nous, l'enjeu, c'est de faire progresser l'authentification. Comme je l'ai dit, il ne s'est pas passé grand-chose les 30 dernières années. Et c'est de proposer des systèmes qui sont efficaces pour lutter contre la fraude. Et malheureusement, comme aujourd'hui, on voit des attaques qui sont de plus en plus complexes, type MFA fatigue, type de l'attaque sur des systèmes biométriques simples. L'idée, c'est de combiner en fait l'ensemble des facteurs. C'est ce que nous, on appelle l'authentification multimodale. Et c'est d'apporter davantage de sécurité tout en respectant la vie privée. Donc sur ce point... Pardon, je suis bavarde. Sur ce point, on travaille avec l'INRIA. Peut-être certains d'entre vous sont venus voir hier notre presse dans l'espace recherche. C'est très important. En fait, on travaille avec un labo qui s'appelle Privatix. Je profite pour faire un peu de pub pour eux. Et en fait, Privatix, c'est un laboratoire qui travaille en étroite collaboration avec la CNIL, ce qui était pour nous absolument fondamental, c'est-à-dire de proposer une solution qui soit respectueuse de la vie privée des utilisateurs. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose. On a dit tout à l'heure que le MFA, qui était la solution à l'heure actuelle, qui était censée être la plus performante en termes d'authentification de sécurité, on voit déjà qu'elle n'est pas déployée globalement. Donc, elle est déjà attaquée et déjà certaines fois mise à mal. Donc, ce type de solution, c'est là où la réactivité est intéressante, c'est que ce type de solution nous permet de trouver des parades assez rapidement. Donc, on gagne en temps de réaction. Voilà, donc suppression des mots de passe, pas d'application supplémentaire à installer, une fédération d'identité complète et une révolution pour les utilisateurs. On a fait aussi un gros travail autour de l'adoption, enfin de tous ces enjeux-là. On travaille aussi sur le CNRS, avec le CNRS sur la partie cognitive. Comment est-ce qu'on permet à des personnes qui parfois ont des usages soit un peu complexes ou alors qui sont en situation, typiquement des personnes en situation de handicap, comment est-ce qu'on les aide à s'authentifier en toute sécurité. Et donc notre solution permet en quelques secondes, avec un email, de créer un compte, de saisir son empreinte biométrique. Donc ça requiert d'avoir un appareil associé, mais il y a d'autres modalités. Vous viendrez nous voir sur le stand, on vous fera la démo et on vous montrera. Et donc ensuite, ça permet d'utiliser en toute sécurité, en toute simplicité ces applications. L'IA, où est-ce qu'elle intervient en fait dans ce qui a l'air d'une apparente grande simplicité? Il y a 5 grands axes. Au niveau de la récolte des données, donc on ne va pas se contenter de simplement prendre l'empreinte digitale ou éventuellement faire de la reconnaissance faciale. On va récolter des éléments de biométrie, des caractéristiques techniques. Donc ça peut être les caractéristiques, la carte graphique de l'appareil. Ça peut être la version du navigateur et des caractéristiques comportementales. Donc typiquement, vos téléphones sont équipés d'un gyroscope, d'un accéléromètre. C'est des volumes de données qui sont extrêmement importants et qu'on ne peut pas traiter sans IA. Donc, je précise ici que ce sont des algorithmes maison qu'on utilise sur les couches critiques et ça en fait partie. L'IA va nous permettre aussi de traiter les données. Alors quand je dis l'IA, c'est différentes techniques de mathématiques avancées et différentes intelligences artificielles. Ça va nous permettre d'évaluer l'authenticité et de faire de la cartographie du risque. Donc nous, on appelle ça de la smart authentication, c'est-à-dire qu'on va évoluer, en gros, on va évaluer à la fois le niveau de risque, mais aussi la conformité par rapport à la personne qui prétend être celle qu'elle... Bon, je pense que vous avez compris. On fait un profil des usages.
qu'en fonction des différents types d'utilisateurs. Et ensuite, l'IA intervient aussi pour accorder les autorisations ou au contraire bloquer les utilisateurs ou demander un facteur d'authentification supplémentaire. Et enfin, au niveau du support, donc on a des dashboards qui permettent de visualiser la sécurité, mais on peut aussi transmettre les données via des API. Donc notre solution, elle est notamment labellisée Deep Tech par la BPI avec 2 grands modules. Ce qu'on appelle Open Ones, qui est la gestion de l'authentification au moment de la connexion, et puis Always Auth, qui permet de faire de l'authentification continue, qui est complètement interopérable. On utilise aussi l'IA pour se déployer, soit en tant que broker d'identité, soit en identity provider. Les deux sont possibles, donc ça n'implique pas de changer l'ensemble de son système d'authentification. 3 grandes catégories d'IA qu'on utilise. Si ça vous intéresse de rentrer un peu plus dans la technique, on pourra répondre à vos questions sur notre stand. Des IA qui permettent de faire de la prédiction, donc notamment de l'identifiant d'utilisateurs en fonction des différentes données qu'on va collecter. De la cartographie des risques. Donc ça, c'est intéressant pour certains secteurs, banques, assurances notamment sont très demandeurs de ça. Et puis de la prédiction de l'authenticité de l'authentification de l'utilisateur. La cartographie des risques, c'est la partie pour un RSSI qui va lui permettre de choisir la solution la mieux adaptée à ces problématiques. C'est vraiment nécessaire. On ne met des éléments de sécurité qu'au regard d'un risque. Voilà, ça c'est un principe de base, donc c'est important d'avoir ce type de solution qui embarque cette notion de risque. On en a déjà un petit peu parlé, donc vous êtes tous confrontés à l'IA plus ou moins, et effectivement il y a ce règlement européen qui arrive. Le but c'est de maîtriser les actions réalisées par l'IA, donc que ce soit à travers de solutions de type OpenSesame, pour avoir une approche raisonnée de l'IA. Les modèles doivent être connus. Une fois de plus, on ne fait pas n'importe quoi avec les données, surtout quand il y a de la donnée biométrique. Donc c'est vraiment fondamental. Et après, à partir de là, on a l'application, pas de discrimination, pas de traitement particulier qui risquerait d'avoir un impact sur l'individu. Voilà. Donc là, on est sur des éléments de sécurité. L'authentification, c'est un modèle. Il y a tous les comportements des utilisateurs de votre système d'information, où là, on pourrait tenter aussi de cartographier des comportements d'utilisateurs. Certes, il faut le faire dans un esprit de sécurité, mais attention à ce qu'on fait avec les données. Voilà, c'est fondamental. Ouais, je vais juste préciser, notre solution a été développée sur la base de protocoles standards, que je ne vais pas détailler ici, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les données de biométrie restent stockées sur le device. En fait, on fait de l'échange de clés cryptographiques, clés publiques, clés privées. Vous commencez sûrement du FIDO, FIDO2, etc. Et donc, c'est un point extrêmement important puisque pour la CNIL, le principe, c'est l'interdiction de la diffusion à distance des données de biométrie. Donc il y a un gros travail qui est fait sur ça et c'est un point fondamental. C'est un point fondamental parce que pour les entreprises, vous imaginez stocker l'ensemble des éléments concernant la biométrie des utilisateurs de leur système d'information, ça n'a pas de sens. Enfin, il faut trouver des moyens de pouvoir l'exploiter sans la stocker, sans la traiter. Ça, faut veiller à ça, c'est un enjeu majeur. Et ce n'est pas qu'une solution technique, il faut vraiment penser, donc d'où la doctrine de l'IA tout à l'heure que j'évoquais au sein des entreprises. Tout ça, ça se réfléchit en amont. Voilà, quelques recommandations. Donc on a déjà commencé dans les recommandations, donc on analyse, on a des évolutions majeures dans le type d'attaque grâce ou à cause des IA. Il faut contrer ces IA malveillantes par des IA qui nous aident au quotidien pour maîtriser notre sécurité. Donc il faut être conscient et surtout les adopter parce que ça ne sert à rien de se dire on ne va pas les adopter parce qu'on ne veut pas toucher à l'IA. Non, il faut les adopter mais il faut le faire de manière raisonnée. Voilà. Sélectionner ces outils avec rigueur. Donc on a déjà des outils tels que le RGPD, tels que des normes, on a NIS2, etc. qui vont nous aider à focaliser, savoir les éléments qu'on doit maîtriser. Et il faut quand même faire des études préalables pour savoir ce qu'on fait avec nos IA. Affiner les contrôles. Donc là, effectivement, on dit ce qu'on fait et puis on contrôle ce qu'on fait. Donc c'est important. Accompagner les collaborateurs, je l'évoquais tout à l'heure, IA générative, on ne fait pas n'importe quoi, donc il faut donner des outils aussi de comportement à nos collaborateurs pour savoir comment ils peuvent utiliser ce qu'ils doivent faire.
leur expliquer ce qu'on fait aussi avec leurs potentielles données. Donc ça, c'est important. La gestion des risques, c'est la mère de tout en sécurité. Donc on identifie ces risques et après, derrière, on met les mesures de sécurité associées. L'intégration dans le système d'information, on a vu que pour le MFA, qui était la solution actuelle, eh ben, elle n'était pas tant développée que ça. Donc c'est qu'il y a des raisons. C'est jamais facile de mettre un système de sécurité en place. Donc il faut le travailler. Normalement, ici, on prêche des convertis, mais c'est vrai que l'intégration dans les SI des solutions de sécurité, ça prend un peu de temps et il faut le faire correctement. Oui, juste pour préciser, je parlais tout à l'heure, donc chez OpenSesame, on a tout automatisé grâce à l'usage de l'IA et notamment la partie déploiement. C'est ce qui nous permet d'être vendeur de référence sur la marketplace OVH. On est le seul vendeur à proposer ce type de solution de gestion des accès et des identités en libre service. Ça nous permet de déployer en quelques heures, quelques jours, quelques semaines des systèmes robustes et agiles. Et documenter les règles de fonctionnement des systèmes d'IA. Donc ça, c'est un peu tout ce que je viens d'expliquer. On dit ce qu'on fait, on l'écrit et on s'assure que tout le monde en a connaissance. Les règles du jeu doivent être connues par tout le monde. Donc ça, c'est fondamental. Ouais. Bon, une petite citation de Voltaire pour finir. Sur le sujet de la responsabilité, vous la connaissez peut-être dans Une avalanche, aucun flocon n'est responsable. Sur le sujet de l'IA, il y a un très très gros sujet sur qui est responsable. Qui est responsable en cas de fuite de données, qui est responsable si le système d'authentification ne marche pas, comme il avait prévu de fonctionner, etc. Donc voilà, notre recommandation finale, c'est aussi pour avoir des relations paisibles avec vos salariés, vos partenaires. C'est vraiment, voilà, un peu comme contrat de mariage, c'est vraiment d'anticiper, je dirais, le partage des responsabilités, en amont, si possible. Et donc, quelle que soit votre place au sein de l'entreprise, si vous poussez pour une solution d'IA, ne soyez pas tout seul. Il faut que ça soit un projet d'entreprise. Voilà. Donc, ça se réfléchit, ça se mûrit et après, ça se déploie. Merci. Merci beaucoup, en tout cas. Et donc, on est sur le stand F43, qui est vraiment à 2 pas d'ici. Je ne sais pas si vous voyez le logo Quorum, Securnum, c'est juste là. De toute façon, vous retrouverez le plan sur l'application, sur les plans papier dont vous disposez sans doute. On a un petit peu de temps devant nous. C'est la conférence qui a eu le plus grand succès là, sur ces 2 jours. Il y en aura peut-être d'autres qui auront autant de succès. On en profite. C'est un moment privilégié. On a quelques minutes pour des questions. Donc s'il y en a, c'est peut-être le moment de les poser. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Je viens vers vous avec le micro. Vous avez parlé tout à l'heure qu'il y a des réglementations qui sont en train de se mettre en place en Europe, aux US. Ouais. On voit qu'il y a d'autres géographies qui sont cybernétiquement actives et qui n'en mettent pas forcément, en tout cas pas d'autant restreignantes. Est-ce que ça ne va pas créer davantage de déséquilibre? Est-ce qu'il n'y aura pas des IA plus puissantes, plus vénales dans certaines géographies? Alors, des IA plus puissantes, je pense que tout le monde se partage le capital intelligence. Donc là, je ne suis pas très inquiet sur le niveau. Par contre, effectivement, sur leur utilisation et leur volonté de nuire potentiellement ou d'aller capter de l'information, effectivement, ça va être inégal. Après, ce n'est pas parce qu'on a certains pays qui mettent en place des réglementations qui ne s'interdisent pas quand même de les franchir pour aller capter de l'information. Hein. C'est déjà à l'heure actuelle, c'est déjà le cas. Mais effectivement, il y a une dissymétrie évidente. Ouais, si je peux juste compléter, en fait, c'est une question hyper intéressante. C'est la question de l'IA au service de quoi? Et très clairement, selon qu'on regarde à droite ou à gauche du globe, on n'a pas tous la même compréhension, ou en tout cas acception de à qui appartient la donnée. Et quel usage pour l'IA. On va dire que si on regarde plutôt à droite, si on est en face de la France, plutôt à droite, c'est plutôt pour contrôler la population. Donc là, les IA, effectivement, si on parle de la Chine a énormément investi sur l'intelligence artificielle. Et les États-Unis qui, aussi ont une vision un peu particulière de à qui appartient la donnée, puisque là on est essentiellement centré sur le business. Là il y a effectivement il y a aussi des gros sujets d'investissement où aujourd'hui on est très en deçà en France, même si on a un monsieur IA au niveau gouvernemental, mais voilà, c'est un vrai sujet.
Et du coup, je pense que c'est important que nous, en Europe, on ait une singularité qui soit comment est-ce que je vais utiliser, ça fait un peu bisounours de dire ça, mais l'IA au service du bien commun, et notamment pour faire progresser les questions d'adoption, de sécurité. Voilà, et donc c'est un peu l'ambition. Voilà, Thierry Le Breton en a parlé hier, hein, de l'IA Act. L'ambition, c'est de valoriser cette singularité et de faire en sorte qu'il y ait un cadre quand même sur lequel les différentes entreprises et acteurs institutionnels puissent s'appuyer. Mais c'est un vrai sujet. Éviter le Far West. Donc c'est pour ça que vous avez tous les usages interdits. Là, en fait, si vous lisez en creux, c'est tout ce que font les pays de l'Est. Voilà. Donc on a une approche différente où l'individu est placé au centre. On peut peut-être prendre une autre question. Effectivement, on a encore le temps pour une question. S'il y a un volontaire ou une volontaire, n'hésitez pas, c'est le moment. Merci beaucoup pour votre participation. Allez, on peut les applaudir à nouveau. Merci, Émilie Bonnefoy, Xavier Domecq.